Luxembourgeois, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien réalisé par votre média L'événement en vue des élections du 8 octobre. Après nous être entretenus avec la candidate Madame Karen du DP, aujourd'hui nous accueillons parmi nous Madame Humpane, bonjour. Bonjour. Représentante du parti De Greng, députée et présidente de la sécurité intérieure et de la défense. De Greng est un parti dit national-libéral de gauche dont la figure la plus importante est Madame Tanson. Le parti est dans l'actuel gouvernement, Sam Tanson étant la ministre de la Justice. Madame Humpane, tout d'abord, comment allez-vous et comment sentez-vous ces élections? Déjà, merci de pouvoir être ici. Je me sens plus ou moins bien. Je suis tête de liste pour le Nord. Mais il faut dire que comme je suis politicienne full-time, maintenant qu'on n'a plus de commission au Parlement, plus de séances plénières, je peux me concentrer 100% sur les élections. Et voilà, je trouve que jusqu'à présent, la campagne s'est très bien déroulée, donc je suis plus ou moins optimiste. Oui. Ok, ne perdons pas plus de temps et allons directement au vif du sujet, avec une première partie que nous aborderions des questions courtes de société qui nous permettront de voir vos convictions et la vision de votre parti. Ensuite, dans une seconde partie, nous évoquerons votre action au gouvernement. Dans une troisième partie, nous ferons des questions beaucoup plus longues sur des aspects beaucoup plus concrets qui pourront donner davantage de débat. Et ensuite, on finira avec une brève conclusion dans laquelle des questions cruciales vous seront posées pour convaincre les électeurs. Sans plus tarder, la première partie avec les questions courtes. Et on insiste, on aimerait bien que vous répondiez par pour ou contre optimalement, sauf si on vous demande le contraire. Voilà. Donc, que veut dire être écolo selon vous? Être écolo, c'est le respect de l'environnement, le respect du climat, le respect de l'autre, le respect en fait de tout ce qui nous entoure. Donc écolo, c'est pas juste nature et énergie, mais c'est une vision de la société respectueuse en termes généraux. L'écologie est de gauche ou de droite et pourquoi? Idéalement, l'écolo serait de gauche et de droite. Ceci dit, on le retrouve plus à la gauche, disons. Pourquoi? Je ne saurais pas vous dire exactement. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que la gauche mise souvent sur le respect de l'autre, sur l'inclusion de tout le monde, de toutes les espèces, etc. Donc on a un sentiment plus respectueux, écologique à gauche. Ceci dit, il nous faut aussi des contributeurs et contributrices à droite du milieu, disons. Ok. Et y a-t-il des partis extrêmes au Luxembourg? J'aurais tendance entre-temps à dire oui. Peut-être pas à tel point en Allemagne avec l'AfD ou avec Marine Le Pen en France ou même des partis de l'extrême droite en Italie par exemple. Mais on a un parti au Luxembourg qui lui aussi commence depuis un certain temps et ça devient de plus en plus grave à avoir des discours de droite et de l'extrême droite, oui. Ok. Liberté ou égalité? Les deux. Quels sont les enjeux de ces élections? Tout. En fait, c'est des élections super cruciales à tout niveau et c'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes directions pour nous mettre sur la bonne voie. Si on loupe le moment maintenant, les générations futures auront du mal. Croyez-vous que Greta Thunberg est un exemple? Oui. Pour ou contre la légalisation de la consommation de cannabis et pourquoi? Oui, mon parti est pour, à différentes raisons. Une des raisons qui pour moi sont les plus importantes, c'est justement que le cannabis est une drogue qui risque que les jeunes se tournent vers des dealers, par exemple, et rentrent en contact avec d'autres drogues beaucoup plus graves. Ceci dit, je pense aussi, je n'ai jamais consommé du cannabis, et je juge qu'il est super important que si on légalise, il faut sensibiliser sur les dangers aussi de l'autre côté en même temps.
Pour ou contre la dépénalisation des drogues dures? Dépénalisation. Contre. Pour ou contre l'euthanasie? Pour. Pour ou contre l'avortement? Pour. Êtes-vous favorable pour le mariage pour tous? Oui, bien sûr. Pour ou contre le vote à 16 ans? Le vote à 16 ans. 16 ans. Oui, mon parti était pour, il est toujours pour. Malheureusement, le référendum a eu un autre résultat qu'on respecte. Pour ou contre l'impôt sur la fortune? Pour, avec différents niveaux, mais en termes généraux, pour une discussion. Ok. Est-ce que le Luxembourg a raison de soutenir l'Ukraine? Oui. À l'époque, étiez-vous pour ou contre le pass sanitaire? Le pass j'étais pour. Êtes-vous féministe? Oui. Êtes-vous favorable au fait d'imposer aux restaurants de servir des carafes d'eau gratuites? Gratuite? Gratuites du robinet. Ça ne doit pas être gratuit forcément, mais qu'ils le servent. Moi, j'ai aucun souci à ce que ça coûte 1 ou 2 euros. Même si c'est du robinet? Bien sûr. Ok. Croyez-vous au multiculturalisme? Oui. Que pensez-vous du voile islamique? Du voile islamique? C'est une question un peu compliquée parce que je pense que chacun et chacune est libre de porter ce qu'il ou elle veut. Donc c'est mon avis, si une femme musulmane veut porter le voile, c'est pas à moi de lui dire de ne pas le porter ou non. Si par contre le voile est un élément dans un système oppressif, alors je suis contre. Mais si une femme veut porter le voile, il n'y a personne qui peut lui dire qu'elle n'a pas le droit de le faire. Ok. Êtes-vous favorable à la parité homme-femme? Oui. Pour ou contre l'interdiction de TikTok pour des raisons d'éducation publique et d'ingérence étrangère? Très compliqué. À un certain moment donné, j'étais presque pour. Surtout l'histoire de l'ingérence étrangère me semble super importante à considérer, mais je n'ai pas encore complètement décidé dans ma tête si je serais pour ou contre. Ok. Grand-duché ou république? Grand-duché. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est une de vos priorités? Oui. Faut-il continuer avec l'immigration au Luxembourg? C'est pas une décision. On continue avec l'immigration. On est un pays ouvert et je ne veux pas que cela se change. Donc, comme conséquence, ça a un volet immigratif. Est-ce que le Luxembourg est bien géré à l'heure actuelle, d'après vous? Oui. Pour ou contre le système des écoles internationales? Je suis très en faveur. Juste qu'il faut évaluer aussi à un certain moment. C'est plutôt nouveau et je pense qu'il faut évaluer pour voir comment au mieux l'intégrer dans un système luxembourgeois et ne pas avoir un système à 2 échelles, disons. Est-ce que le Luxembourg est ou fut un paradis fiscal? Fut, oui, et non. Est-ce que la promotion du luxembourgeois est un sujet fondamental? Fondamental, je dirais non, mais c'est un sujet important aussi parce que c'est important pour beaucoup de personnes et c'est quand même aussi un des volets où on peut intégrer une très grande partie de la société, où on peut aussi parler de patrimoine culturel. C'est une de nos 3 langues administratives, c'est ma langue maternelle. Donc oui, j'estime que c'est super intéressant les démarches qui ont été faites les dernières années et j'estime qu'il faut aussi les poursuivre. Ok. CSFA ou DP? Ça dépend du sujet. LSAP ou DP? Des graines. Si vous deviez choisir. On parle maintenant de vote ou de Qu'est-ce qui est mieux d'après parti? vous? Juste entre les deux, disons ce que vous pensez. Si vous deviez dire quelque chose. Ça dépend. J'aurais, avec les LSAP, j'ai peut-être plus de points communs. Ok. Donc, ok. Pirate ou ADR?
Mon Dieu, non, je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce qu'on est en sécurité au Luxembourg? Oui, on est en sécurité. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des zones à problème, à risque, des zones plus problématiques que d'autres. On n'est pas une île, hein, on fonctionne comme dans d'autres pays. Je m'oppose à ce discours qu'on a eu ces derniers temps qui dit qu'on est vraiment dans une situation énormément dangereuse, ça non. Quels sont les 3 sujets prioritaires qui vont être sur le bureau d'un Premier ministre? Au niveau du Luxembourg, ce sera certainement le logement, l'équité sociale et tout ce qui est autour des sujets climatiques et environnement. Et quels sont les 3 dangers qui menacent le Luxembourg? Je ne parlerai pas de menaces, et pas de danger non plus, mais vraiment le logement, par exemple, est un sujet super important, aussi parce qu'il risque de faire un clivage dans la société. Bien évidemment, tout ce qui est climat et énergie, c'est un sujet super important où on doit absolument répondre vite pour, à nouveau, ça c'est un aspect social et un aspect écologique. Voilà, et puis tout ce qui est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est relatif à la société. On a une société qui devient de plus en plus inégalitaire. Et pour moi, personnellement, c'est un des très très grands défis au Luxembourg qui représente même un petit danger parce que cette cohésion sociale, c'est aussi ce qui fait un peu notre bonheur et on ne doit pas la mettre en péril. Ok. Quel est le politicien actuellement dans le monde qui vous inspire le plus? Sam Thomson. Quel est le politicien qui vous paraît le plus dangereux? Là, il y en a beaucoup. Mais un politicien qui était et qui pourrait l'être à nouveau, c'est Donald Trump. C'est un des politiciens qui font de grands dommages à l'intérieur des États-Unis, au niveau international, et qui risque de nous mettre dans une situation absolument très dangereuse à tous les niveaux. Ok. Et l'Europe, pour vous, c'est une des plus grandes chances qu'on peut avoir comme résident de ce tout petit pays. La plus grosse inégalité au Luxembourg est qu'il y ait des gens qui travaillent beaucoup, énormément, mais qui n'ont pas eu la chance que leurs parents leur aient laissé un grand patrimoine et qui n'auront probablement jamais la possibilité je ne vais même pas dire de se faire une petite fortune, mais de vraiment avoir une bonne vie dans de bonnes conditions, tout simplement parce qu'ils travaillent sur le minimum social et que ça ne leur permet plus même de participer à la vie culturelle des fois. Ok. Et le capitalisme, c'est le capitalisme, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout un système qui nous a mis dans une situation où justement on a de grandes inégalités et où on a un système qui nous incite à consommer, et c'est ça aussi ce qui nous a mis dans cette situation dans laquelle on est, notamment on vit sur une terre qui ne peut pas donner assez pour ce que nous on pense qu'on doit consommer, quoi. Ok. On va passer à la seconde partie. Je vais laisser ma place. C'est pas trop long, non ? Non, c'est bien. Non, c'était bien. Vous êtes dans les temps. Donc une fois mon camarade Paul qui a fait la première partie avec les questions courtes, maintenant on va passer à des questions plus longues, plus concrètes. Et on va tout de suite commencer avec votre rôle au Parlement. Donc que faites-vous au Parlement ? Quel est votre rôle ? Et pour les citoyens qui ne s'intéressent pas forcément ou qui ne suivent pas l'actualité, pouvez-vous nous dire quelle loi avez-vous porté, quelle cause, qu'est-ce que vous défendez et qu'est-ce que vous faites au Parlement ? Ok, alors déjà pour les gens qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement du Parlement, il est important à expliquer qu'on a un système électoral au Luxembourg avec
avec les différentes régions. Moi, je suis représentante des Verts pour la circonscription Nord. Et donc, en fait, les gens qui votent pour moi ou pour ceux de l'Est, du Centre, du Sud, ils pensent souvent avoir un représentant qui représente le Nord, l'Est, le Centre, le Sud. Et en fin de compte, on a un Parlement national qui s'occupe de sujets nationaux. Et moi, particulièrement, j'ai eu des sujets, j'étais membre de différentes commissions. Quelle commission ? Déjà, j'étais présidente de la commission de la sécurité intérieure et de la défense, mais j'étais aussi membre d'autres commissions, par exemple l'environnement, les classes moyennes et le tourisme, la justice. Voilà, donc c'est des sujets qui sont plus ou moins ouverts, nationaux, voire internationaux, comme par exemple la commission des affaires étrangères, pour laquelle j'étais aussi porte-parole pour mon parti. Et donc, les sujets dans lesquels moi je me suis investie beaucoup, c'était surtout des dossiers internationaux et tout ce qui est sécurité intérieure et défense. Et quelle loi avez-vous porté ? Notamment, on avait énormément, mais par exemple... Les plus importantes, les mesures phares pour les citoyens. Les concitoyens, ils se disent, voilà, ça fait une législature de 5 ans, vous êtes député, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 5 ans ? Alors, une des très grandes lois pour laquelle j'étais aussi rapportrice, c'était la loi de l'armée, la loi OMP, pour tout ce qui est mission, déplacement à l'étranger. Enfin, je simplifie. Et là, on a fait aussi une réorganisation de l'armée, les structures, la transparence, les méthodes de prise de décision ont été rendues beaucoup plus démocratiques. Et ça, c'est un exemple pour moi où je dis... ça c'est l'impact vert. On a toujours eu des positions très fortes sur des sujets comme la défense. C'est un sujet sur lesquels on ne nous voit pas forcément en première ligne, mais quand on prend la responsabilité, on y met quand même notre petite graine de sel en disant la défense aussi, c'est un domaine qui doit être beaucoup plus démocratique et le Parlement, il doit jouer un rôle beaucoup plus important. Ok, donc la loi phare, c'est la défense, l'armée luxembourgeoise. Pour moi, c'était une des grandes lois au niveau de l'environnement. Une des lois qui me tient énormément à cœur, c'est la loi aussi sur la réduction des déchets. On a fait un paquet sur réduction des déchets. Okay. On a défendu les plastiques, etc. On va y venir justement, la partie qui vient, elle concerne l'écologie. Mm-hmm. Diriez-vous que les Luxembourgeois sont écolos ? On a, comme partout, on peut pas mettre tout le monde dans un pot, mais on a quand même une partie relativement grande de la société qui a une conscience écologique, disons. Concrètement, c'est pas exactement ce que disent certaines ONG, comme ONG Global Footprint Network en 2022, qui a dit que si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Luxembourgeois, il faudrait 8,2 terres actuellement, ce qui fait de nous des champions du monde avec le Qatar. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Quelles sont les mesures très concrètes qu'il faut prendre pour déjà descendre de ce classement et devenir beaucoup plus écologique et beaucoup plus efficace pour la planète ? Bon, déjà, pour être on track de nos buts climatiques, on a fait le PNAC, le Plan National d'énergie et du climat. Sur celui-là, on est on track, donc ça c'est bien. Et je voudrais bien dire qu'il faut quand même différencier par rapport à votre première question, les gens, les particuliers et un système politique en général. Donc moi, ce que je veux faire vraiment, c'est d'une part naturellement viser les particuliers en les rendant plus conscients, mais ce qu'il faut changer, c'est le système politique, parce qu'il ne faut pas laisser l'ultime responsabilité à chacun. Politiquement parlant, il faut prendre les bonnes décisions pour avoir une politique, je veux dire, en termes de mobilité. La mobilité est un des grands émetteurs. Il faut réduire l'impact de la mobilité et des transports. Il faut réduire l'impact de l'agriculture. Il faut réduire l'impact de l'industrie. Et là, l'État... Ça veut dire quoi, réduire ? Ça veut dire on enlève certaines entreprises ou on les transforme ? Les transforme. Et c'est là où je voulais en venir, parce que l'État a quand même une grande responsabilité à aider les différents secteurs, en les aidant dans la transition énergétique, sur le switch vers les renouvelables, sur le switch pour les grandes industries vers l'hydrogène, etc. Et donc là, c'est à l'État
d'aider les différents secteurs à réaliser. Ok. Le réchauffement climatique est un phénomène global, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de conséquences. Quelle est pour vous la cause à laquelle il faut s'attaquer? Quel est l'objectif tant mondial que luxembourgeois auquel directement il faudrait s'attaquer? Les gaz à effet de serre, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quelle est la cause, une des causes du réchauffement climatique à laquelle il faut s'attaquer pour réduire drastiquement le réchauffement climatique? Il n'y en a pas une. Là il faut se fier aux scientifiques. La science nous dit clairement qu'il y a différents secteurs qui sont les plus grands émetteurs, et ça ne sert à rien, mais absolument à rien, de s'attaquer à un seul ou de dire celui-là il est prioritaire. Ah, une cause particulière, par exemple les gaz à effet de serre. Est-ce qu'on sait concrètement que la priorité en tout cas qui est donnée par le GIEC, c'est de réduire les gaz à effet de serre? Diriez-vous que c'est la même? C'est certainement la plus grande. Après, si on continue la déforestation, ça ne sert à rien du tout de réduire les gaz à effet de serre si on continue à détruire nos forêts. Donc la structure énergétique reste quand même une priorité pour vous. C'est-à-dire comment on produit l'énergie. Ok, justement, on va revenir à la structure énergétique luxembourgeoise. On sait que 95% de l'énergie est importée de pays qui viennent de l'extérieur, notamment la Belgique, surtout l'Allemagne et un peu de la France. Ça crée aussi des questions de souveraineté et de dépendance. Qu'est-ce qu'on fait parce que si on est souverain dessus aussi, on est souverain sur les prix, qu'est-ce qu'on fait pour réduire cette dépendance et pouvoir mieux jouer sur les prix qui sont extrêmement forts actuellement au Luxembourg? Déjà, pour réduire l'indépendance, on part sur les renouvelables. Parce que là, quand on parle d'énergie, on ne parle pas juste d'électricité, on parle aussi de pétrole. Et du pétrole, nous sommes à 100% dépendants. Donc déjà, pour réduire cette dépendance-là, on va sur l'électricité, par exemple l'électricité. Et là, quelles énergies renouvelables du coup pour la production d'électricité? Tout ce qui est renouvelable. Mais quelles sont les priorités, les énergies prioritaires? Les éoliennes, l'hydroélectricité, je ne sais pas. Tout. Et il ne faut pas miser sur une chose. C'est pourquoi au niveau de l'énergie, on est dépendant parce qu'on est un petit pays où on n'a pas accès à la mer. Donc les éoliennes, on en a quelques-unes, mais on ne peut pas avoir des grands parcs éoliens offshore. Et là, on va chercher les collaborations avec des pays comme le Danemark, avec la Belgique, etc. Donc là, on est comme copropriétaire de grands projets. Après, on mise sur les photovoltaïques sur les toits avec les particuliers, les entreprises au Luxembourg. On mise sur tout ce qui nous aide à réduire notre dépendance et à être de plus en plus libre énergétiquement. Ok, ça fait 5 ans que les écolos sont au gouvernement. 10 ans. Bon, okay. Depuis la dernière législature, ça fait 5 ans concrètement qu'on a des personnalités de premier plan. Vous dites, et il y a beaucoup de communication autour du gouvernement sur le fait qu'on investit dans les énergies renouvelables. On a regardé très concrètement les chiffres. Comparé à l'Europe, le pays où la part des énergies renouvelables est la plus faible dans la consommation finale est le Luxembourg. Donc, est-ce que vous dites que ça fait 10 ans que les écolos sont au gouvernement, est-ce que c'est une erreur de casting ou est-ce que c'est concrètement un fiasco? Parce que si les écolos sont au gouvernement depuis 10 ans, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, et que le Luxembourg se retrouve dernier en question de consommation d'énergie renouvelable, qu'en plus vous avancez ou vous les priorisez, est-ce qu'il n'y a pas... Il y a différentes explications. La première, c'est que pour un si petit pays, on a une industrie qui est super forte. Et l'industrie, elle a des contrats énergétiques qui sont dehors du réseau, je veux dire, normal pour les citoyens. Donc eux, ils ont un impact énorme sur la consommation globale au Luxembourg. Pour le reste, c'est vrai, on n'est pas encore là où on veut. Mais encore une fois, on est un super petit pays. Très loin d'où on veut aller, parce que c'est les derniers en Europe, c'est quand même un résultat assez flagrant. Je ne suis même pas... Moi, je suis sûr. C'est les chiffres d'Eurostat de 2021. Okay. Donc, bon, et au cours des dernières années, on a triplé ou quadruplé. Faudrait que je regarde encore une fois les chiffres. Mais avec ce gouvernement et avec les ministres verts, on a fait un saut énormissime. Parce qu'on partait de rien. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'en 2005, ça part de rien. Mais ça reste quand même extrêmement cantonné. C'est 11%, le chiffre est 11%. On est les derniers d'Europe. Il y a une énorme communication qui est faite. Concrètement, dans la réalité, on voit
pas grand-chose qui se passe, si on peut le dire comme ça. Non, mais on ne peut pas le dire comme ça parce qu'il se passe énormément. Après, il faut aussi trouver les places pour mettre toutes les éoliennes. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a aussi des habitants qui n'en veulent pas. Justement, comme on essaye quand même de ne pas, d'inclure un maximum de personnes dans notre démarche, il s'agit d'un côté de foncer, mais d'un autre côté de ne pas trop forcer pour ne pas perdre les gens. Donc là déjà il faut trouver le bon milieu. Okay. Et ce qui ne rentre pas dans tout ça, c'est toutes les coopérations qu'on est allé chercher justement avec la Belgique, le Danemark, etc. Et où ça c'est notre voie qu'on doit poursuivre parce que sur le territoire luxembourgeois il est tellement petit qu'on ne peut pas mettre des milliers d'éoliennes sur le territoire luxembourgeois. Donc il faut aller chercher des possibilités à l'extérieur et tout ça, ce n'est pas pris en compte dans ces chiffres-là. Oui, en tout cas, vous voulez miser sur les énergies renouvelables. Bon, est-ce que vous pensez par exemple que l'éolien c'est une source sûre? Parce qu'on sait que c'est intermittent, l'énergie ne se stocke pas. Est-ce que pour le consommateur luxembourgeois, vu que l'éolienne elle produit de l'électricité quand il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, on fait comment? Si on parie sur les énergies renouvelables et qu'elles ne sont pas des sources d'énergie constantes, on fait comment? On a le réseau électrique, ça c'est pas un réseau luxembourgeois, c'est un réseau européen. Et le vent, il souffle toujours quelque part en Europe. Même s'il y a 3 éoliennes au Luxembourg, dans ma région, qui ne tournent pas à ce moment-là, elles tourneront dans d'autres parties de l'Europe. Puis on n'a pas juste le vent, on a aussi le soleil, et puis il y a, sur mer, il y a les vagues, etc. Donc il y a quand même toujours une constante. Après, c'est vrai qu'il y a des pics en consommation, et il faut s'assurer que ces pics-là, on ait toujours assez d'énergie disponible. Et là, il faut aussi parler de moyens de stockage. Oui. Donc vous priorisez, vous axez sur les énergies renouvelables. On sait que en général, actuellement, on le voit en Allemagne, quand on parie sur les énergies renouvelables, concrètement, ça fait qu'on finit par prendre du gaz, importer du gaz. L'Azerbaïdjan actuellement qui attaque l'Arménie. Avant de la Russie, ça pose des vraies questions de dépendance. Et même sur les droits de l'homme, on sait que la Belgique, le gaz qui est exploité au Luxembourg vient de la Belgique, que ce gaz même qui vient du Qatar, qui n'est pas un exemple comme démocratie. Donc justement, concernant cette structure des énergies renouvelables, qui fait finalement... Les énergies renouvelables, c'est pas les gaz. Non, bien évidemment que les énergies renouvelables... Je dis que les énergies renouvelables, comme elles ne sont pas une source assez importante, finalement, ce qui se passe, c'est que les autres pays, comme voie de sécurité, sont obligés de prendre le gaz et le pétrole qui sont beaucoup plus producteurs et qui sont, eux, constants. Est-ce que la question qu'il ne faudrait pas se poser, c'est d'utiliser et d'envisager le nucléaire? Pour nous, les Verts, non, parce que le nucléaire, ce n'est pas une source fiable non plus. Vous parlez des pays à l'étranger, regardez l'Allemagne, regardez la France. L'Allemagne a arrêté ses centrales nucléaires. Elle n'a pas exporté plus depuis la France. Elle n'a pas importé. Vous savez combien pollue l'Allemagne? L'Allemagne pollue 1000, mais pollue, si on regarde les chiffres concrètement, l'Allemagne est extrêmement pollutrice. À un certain moment, il faut quand même faire une différence entre la production de l'énergie et la nécessité d'avoir du gaz pour chauffer les maisons. Quand on parle d'électricité, on ne parle pas forcément du fait que les gens ont encore des chauffages à gaz. Non, mais le fait concrètement est que l'Allemagne a arrêté les centrales nucléaires. Il y a énormément de gaz et de pétrole. Non. La France... Non. Là, on n'a peut-être pas le temps, mais là, on peut aller voir en ligne les chiffres. On regardera qui pollue plus. On peut regarder et vous ne verrez aucune statistique qui vous démontre qu'à partir du moment où l'Allemagne a décidé d'éteindre les centrales nucléaires, ce n'est pas à cause de ça ou quoi qu'il y a eu un rebond sur les gaz. Ça, vous ne le trouverez pas. Alors comment on explique qu'un pays comme la France, qui est presque intégralement axé sur le nucléaire, pollue extrêmement beaucoup moins, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne? Le nucléaire, ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Le gaz et le pétrole sont les plus néfastes pour les gaz à effet de serre. Voilà, c'est la question, c'est concrètement ce qu'on voit, c'est quand on parie sur les énergies renouvelables, elles ne sont pas forcément fiables. Donc qu'est-ce qui se fait?
en général, les pays se retournent sur le gaz et sur le pétrole, sur des énergies ou sur le charbon qui sont des énergies beaucoup plus polluantes. Est-ce que le nucléaire est fiable? Moi, je pense, c'est pas à moi de donner mon avis, mais si on regarde en termes de risque, le pétrole et le gaz, c'est 180 fois plus mortel en termes, si on regarde par unité. C'est une étude de Mark Andia et Nick Gilson. Si on regarde chaque 100 TWh produit, le nucléaire, c'est 7 morts. Si on regarde le gaz et le pétrole, c'est 180 fois plus. Les deux séparés, c'est 180 fois plus chacun. Donc on voit qu'il y a eu 2 catastrophes nucléaires, bien évidemment, qui sont extrêmement graves. Il y a 500 centrales, il y a eu un développement concret sur la sécurité des centrales. Est-ce que, en termes, le réchauffement climatique, de toute façon, c'est une course contre la montre, il reste 20-30 ans. Bien évidemment, concernant les déchets, il y a des vraies questions à long terme. Mais à moyen terme, on voit qu'en utilisant le pétrole et le gaz... C'est pas à long terme, c'est une question qu'il faut se poser maintenant. On n'a pas de solution pour les déchets. On n'a pas de solution pour... Pourquoi est-ce que la France a dû importer tant d'électricité l'année passée? Parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les cours d'eau, qu'ils ne pouvaient pas refroidir leurs centrales nucléaires. La France a dû importer. En fait, tout le monde dit que la France est beaucoup plus propre que l'Allemagne, mais en fait, ce que la France a fait l'année passée, c'est qu'elle a importé beaucoup d'électricité. Elle est généralement beaucoup plus propre, ça c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Mais écoutez, si on doit éteindre les centrales nucléaires parce qu'il n'y a plus d'eau dans nos cours d'eau pour refroidir les centrales, on a de gros soucis. Et je pense que c'est quand même un peu dérisoire que de prendre les centrales françaises comme exemple de perfection, alors que... de neutralité carbone, pas de perfection, de neutralité carbone. Il y a un aspect moyen terme et long terme. On voit qu'à moyen terme, actuellement, le pétrole et le gaz est extrêmement utilisé. Peut-être qu'il faudrait parier sur le nucléaire. Vous pensez qu'il ne faut pas parier? Je pense qu'en Europe, on a quand même un consensus, parce qu'il n'y a personne qui ne parle maintenant. Dans la majorité des pays européens, les pays qui ont encore des centrales nucléaires et qui n'ont pas pris, comme l'Allemagne, qui n'ont pas pris une décision il y a 10 ans de stopper full stop, ils les gardent, les centrales, ils les gardent allumées, disons. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit encore investir des milliards supplémentaires dans le nucléaire, sachant que la construction d'une centrale nous prend entre 10 et 15 ans, que ça nous coûte une fortune, que ça ne nous résout pas les questions auxquelles on a besoin de réponses maintenant et pas dans 15 ans. Qu'on a la question mais changer la structure énergétique et enlever le gaz et le pétrole, c'est des questions qui se posent aussi maintenant. Mais l'alternative que vous donnez, et je vous suis là-dessus, c'est ou bien les renouvelables ou le nucléaire. Oui, ça devrait être un mix, parce que les renouvelables, le sait, les renouvelables ne sont pas assez fiables. Mais on le sait. On verra si le Luxembourg pourra parier sur du 100% renouvelable. Je pense qu'en termes de loi de la physique, on peut discuter avec des scientifiques. Je pense que ce n'est pas crédible. Il faut faire un mix. On voit que presque aucun pays réussit à en faire 100%, sauf les pays du Nord parce qu'ils ont énormément de lacs. Il faut un mix. Ça va être un peu de renouvelable. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y en a certains qui décident de mettre le nucléaire, il y en a d'autres qui décident de mettre le gaz et le pétrole. Vous savez bien, en fait, qu'il faut le voir aussi d'un point de vue structurel. Le nucléaire, quand il tourne, ça tourne. On ne peut pas les monter, les descendre comme des centrales à gaz. Le nucléaire, ça doit tourner. Ouais. Donc en fait, chaque euro qu'on investit dans une centrale nucléaire, elle a besoin de tourner tout le temps. Ça fait que les pays qui misent sur le nucléaire, ils n'ont plus d'incentives de miser sur les renouvelables. Donc en pratique, c'est l'un ou c'est l'autre. Et moi, je mise sur. Mais en pratique, il y a la neutralité carbone. Bien évidemment, ça pose des questions à long terme, mais en pratique, on a la neutralité carbone. Il n'y a pas de gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère. Et en pratique, dans la course contre la montre qu'il y a sur le climat pour 15, 20, 30 ans, on va voir directement les conséquences. 15, 20. Peut-être beaucoup de pays refont le pari du nucléaire. Bon, le Luxembourg ne veut pas le faire. En tout cas, on passe à une prochaine partie. Maintenant, des sujets économiques. On sait que le logement est une grave crise ici au Luxembourg. Concrètement, on ne veut pas d'explication. Concrètement, 3 mesures qu'il faut prendre directement pour le logement. Je vais vous dire, la mesure la plus importante, c'est d'avoir un accès au logement pour les gens qui n'ont plus les moyens sur le marché, le marché privé. Et c'est pour cela que nous, on mise
sur une main forte de l'État qui doit acheter des appartements, des maisons, enfin du locatif, quoi, et le mettre à disposition à des prix abordables, comme on le dit, pour que justement toutes les personnes qui ont des problèmes à trouver un logement puissent avoir accès à un logement à bon marché. À l'étranger, ils ont de 30 à 40% des fois de logements sur le marché qui sont dans la main de l'État. Nous, on est à, je crois, 2%. Donc logement social et mainmise de l'État. Je ne vais même pas dire logement social, parce que logement social, ça a toujours une connotation un peu... voilà. Non, mais des logements, la mainmise de l'État, l'État intervient dans le logement. Une main forte. Et d'autres mesures, par exemple, pour le logement. Madame Cahen nous citait par exemple la hauteur des bâtiments. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bon, là, la hauteur des bâtiments, effectivement, ça a aussi un impact sur la planification du Luxembourg, le PDAT, l'aménagement du territoire, en disant on veut garder nos petits villages à caractère, enfin leur charme, leur caractère typique. Alors on veut grandir dans les plus grandes localités. Et là, effectivement, on parle aussi de construire plutôt en hauteur que de partir en largeur. Okay. Mais un des points importants, c'est aussi qu'on a beaucoup de, je ne sais pas, en allemand ça s'appelle Baulücken, c'est les terrains vides à l'intérieur des PAG. Et là aussi, il faut mobiliser un maximum pour pouvoir construire. Donc on change le droit de la construction vis-à-vis de ça. Ou des réformes potentielles, oui. Okay. Bon, concernant les impôts, c'est un enjeu crucial de cette campagne. Au Luxembourg, on sait qu'il y a depuis 20 ans certaines inégalités, un peu partout dans le monde, depuis les années 90. Il y a eu quand même un virement libéral en Europe. Il y a une hausse des inégalités. La Chambre des salariés, les chiffres, ils montrent que les inégalités salariales interdéciles entre le 20% plus riche et le 20% plus pauvre se creusent, alors qu'en Europe, ça a tendance à stagner, plutôt descendre. Au Luxembourg, elles augmentent. Est-ce que la question de l'impôt sur de la fortune se pose réellement? Et vous, en tant que parti, pour qui comptez-vous augmenter s'il faut les augmenter, ou pour qui comptez-vous baisser les impôts s'il faut les baisser? Voilà, c'est une question, les inégalités, comme dit tout à l'heure, c'est une question cruciale. Plus importante même que de parler de l'impôt sur la fortune, c'est vraiment de dire, mais on a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec des investissements. Ils ne doivent même plus travailler. Et là, il n'y a carrément pas d'impôt. Et les autres personnes qui vont travailler, qui font la richesse de ce pays, ils payent beaucoup d'impôts alors qu'ils travaillent 8-9 heures par jour. Et il y a un grand écart entre cela. Quand on parle d'impôt sur la fortune, là aussi, il y a des gens qui ont des fortunes énormes et je pense que c'est important aussi en termes de solidarité de dire que ceux qui ont plus peuvent aider plus ceux qui ont moins. Maintenant, d'émettre des seuils exactement, c'est comme notre présidente du groupe au Parlement a dit. On ne voit pas juste une mesure, il faut voir toutes les mesures et les voir ensemble. Après, on pourra aussi parler de seuil, mais on ne peut pas prendre juste une mesure et mettre une mais donc l'idée c'est plus d'impôts pour les plus riches, ou plus des impôts sur les richesses qu'ils obtiennent, et voilà. Donc ce serait imposer un peu plus les plus riches, les grandes richesses, imposer les grandes richesses. Ok. Maintenant, on va passer à des questions de croissance. Est-ce que la croissance est compatible avec l'écologie? Oui et non. Je pense pas qu'elle soit compatible si on prend la manière de croître qu'on l'a vécu ou subi jusqu'à présent. Ok. Donc on fait quoi pour... On essaye de retrouver cette croissance qui a fait quand même la prospérité des pays pendant 200 ans et des populations, ou on passe sur un autre modèle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Réaménager ce modèle? Je pense qu'il faut faire les deux. D'un côté, il faut savoir que notre manière de vivre est quand même... waouh qu'il faut peut-être changer l'une ou l'autre chose dans notre manière de penser, qu'on peut consommer tout ce qu'on veut,
que le libéralisme complètement libéral, où tout le monde a le droit on ne vit qu'une fois, j'ai gagné de l'argent, donc je peux acheter et détruire autant que je veux. Non, ça non. Mais d'un autre côté, il faut aussi changer le système. Quand on parle de croissance, on parle aussi peut-être de digitalisation, on parle de nouvelles économies en fait, où on peut avoir des nouvelles entreprises qui ont une belle croissance, mais dans des domaines qui sont respectueux de l'environnement, pas juste respectueux, mais qui sont en plus un atout pour changer la donne vers une croissance très durable. Et donc voilà, il faut faire les deux. Les particuliers doivent peut-être aussi se remettre en question, mais on doit changer les systèmes vers des industries et des modèles de croissance plus respectueux. Ok. Concernant le chômage, on sait que le chômage actuellement au Luxembourg est plutôt bas, c'est 4,5%. C'est plutôt correct concernant la moyenne européenne. On a une prévision de la Commission européenne qui dit qu'il va augmenter de 5%. Quelles sont les mesures à prendre pour réduire le chômage, et notamment des jeunes, qui est extrêmement important à Luxembourg? C'est surtout le chômage des jeunes qui pose des problèmes. Et là, il y a deux problèmes. Il y a les jeunes qui rentrent de l'université, qui ont un diplôme, et il y a surtout aussi des jeunes où il y a eu une certaine casse à partir d'un certain âge. Et là, il faut vraiment miser sur des systèmes pas réinsertion à l'emploi, mais école de la deuxième chance, ou des programmes où on prend les jeunes, parce que chacun a des forces, chacun sait faire quelque chose, mais peut-être qu'il y a eu une censure au niveau de 16-17 ans. Des structures étatiques. Des structures étatiques et un système éducatif qui est à même de reprendre ces étudiants-là et de leur proposer une alternative pour qu'ils puissent justement rentrer dans un des secteurs où il nous faut énormément de personnes, parce que c'est clair, pour tout ce qui est transition énergétique, au niveau de la main-d'œuvre, on a d'énormes besoins. Et là, c'est aussi une histoire de formation. Donc, si on arrive à atteindre ces gens-là pour les mieux former, voilà, les intégrer dans des structures étatiques. Concernant maintenant la précarité, encore une fois, la Chambre des salariés a chiffré que depuis le milieu des années 2000, actuellement, il y a une hausse, pas forcément de la précarité, mais les gens sont plus enclins à tomber dans la précarité, donc ils sont plus proches de tomber dans la précarité. Même visiblement à Luxembourg, j'ai l'impression de voir plus de pauvres actuellement. Oui. Bon, ce n'est pas un chiffre, mais ça reste une sensation. Comment on fait pour... En fait, c'est pas juste une sensation. Il y a des chiffres. Vous confirmez que c'est des chiffres. Je confirme. On a eu des discussions à ce niveau-là au Parlement. Et honnêtement, un des plus grands défis à ce niveau-là, c'est à nouveau le logement. Parce que ce n'est pas le salaire minimum, par exemple. Il est là, il est adapté, on le réadapte à l'inflation. Donc il est en croissance, le salaire minimum. Mais il n'arrive pas à prendre le niveau du logement. Donc ce qu'il faut faire pour éviter la précarité, c'est de mettre à disposition des logements à prix abordable aux gens. Ok. Donc maintenant, on va passer à une petite partie sur le sport. Vous avez été présidente de la Fédération luxembourgeoise d'athlétisme. Quel avis avez-vous sur le sport au Luxembourg, et quelles sont très rapidement les mesures à prendre pour développer le sport au Luxembourg, tant au niveau civil mais aussi le haut niveau? Qu'est-ce qu'on fait pour développer? Là, je pourrais parler pendant des heures. Alors, mais concrètement, 2-3 mesures. Je parle maintenant, pas forcément juste du haut niveau, mais le sport est un des facteurs super importants pour la cohésion dans la société. Il a un impact sur la santé, ça a un impact sur la vie sociale au niveau des clubs, il a un impact sur l'intégration de gens. Prenez un peu les clubs de foot dans différents hotspots luxembourgeois, vous retirez les clubs de foot, il vous manque un volet super important à ce niveau-là. Donc comment on fait pour développer ce volet? Ce qu'il faut, c'est des bénévoles. Il y a toujours moins de bénévoles, donc il nous faut plus de bénévoles
Il nous faut par contre aussi plus de professionnels parce qu'on voit clairement qu'au niveau du bénévolat, on n'arrivera plus vraiment à rebondir sur les besoins. Quand on parle d'entraîneurs professionnels, on parle de salaire, donc les clubs ils ont besoin de plus de moyens. L'État interviendrait pour les salaires des... Donc là déjà on a des subsides qualité plus, etc. Et donc je pense qu'à ce niveau-là il faut faire un geste pour augmenter tout cela. On est actuellement, je pourrais plus vous dire le chiffre exact, à 0,26% je crois du PIB, le budget du PIB pour le sport. Donc, il faut l'augmenter. Et on a eu un consensus, je pense quand même à la Chambre des députés, qu'on devrait augmenter vers 1%. Donc déjà avec ça, on aurait des moyens supplémentaires pour aussi après aller vers le haut niveau. Ça c'est clair, ma fédération à moi on a fait des efforts considérables pour forcer aussi à ce niveau-là. Et là c'est clair, il faut des moyens aussi. Ok. L'éducation, quelles sont vos 3 mesures pour rénover, pour changer, pour améliorer l'éducation des Luxembourgeois et des jeunes Luxembourgeois? Qu'est-ce que vous... Je vous dis honnêtement que l'éducation, c'est pas mon dossier phare. Hein, mais je pense que c'est clair, on a parlé tout à l'heure, on a parlé des écoles internationales. Et on apprend beaucoup à ce niveau-là. Donc il y a des trucs qui marchent vachement bien à ce niveau-là. Mais je pense qu'un des défis, c'est justement de ne pas avoir un système pour les écoles internationales et l'école luxembourgeoise, surtout que les écoles internationales, par exemple, ils ne font pas de formation pour la main-d'œuvre, etc. Donc on a... Peut-être qu'on pourrait vous les rassembler, interconnecter. Je vais éviter le risque en fait qu'on ait des écoles internationales pour les bons étudiants, lycée classique, orientation universitaire, et des écoles luxembourgeoises qui seraient alors pour tout ce qui pour l'artisanat, etc. Je ne veux pas dire qu'on est sur cette voie-là, mais je pense que c'est super important d'avoir une évaluation et que les deux systèmes apprennent l'un de l'autre. Ok. L'Europe, maintenant un sujet international, le Luxembourg a une voix particulière, il a eu des grandes personnalités qui ont formaté l'Europe, Juncker, Schuman, sa maison est proche d'ici, Jacques Santer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Europe qu'on voit à l'arrêt? Il y a une guerre, il y a la guerre en Ukraine, on voit que le monde devient de plus en plus risqué, de plus en plus de guerres, le Yémen, la Syrie en 2015, mais même l'Arménie. On voit que l'Europe est aussi bloquée sur plein de sujets comme l'immigration et même des divisions économiques entre des pays avec plus de dettes, moins de dettes. Qu'est-ce qu'on fait pour renouveler cette Europe unie? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu cette fameuse conférence sur l'avenir de l'Europe, où c'est un processus bottom-up qui, à mon avis, malheureusement, ne va pas aboutir à grand-chose. Une des questions qu'on s'est posées à ce niveau-là, c'est l'unanimité au sein du Conseil. L'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix sur des sujets super importants parce qu'il y a toujours les mêmes pays qui bloquent. Okay. On a des pays donc réformer les votes. Je pense qu'il faudrait en parler. C'est la voie, okay. Oui. On a des pays comme la Pologne, la Hongrie qui partent dans une direction plus ou moins dangereuse et qui mettent en péril en fait aussi la position de l'Europe au niveau international. Okay. Donc rapidement, on va aborder 2 sujets avant de passer à la conclusion, l'immigration et puis rapidement la sécurité. On sait qu'à Luxembourg, il y a un taux de fécondité des femmes de 1,37. Okay. C'est encore des chiffres d'Eurostat. Madame Ken m'avait fait la remarque. C'est Eurostat 2020, donc c'est des chiffres qui sont vérifiés. Il y a 12 000 entrées par an, solde migratoire, donc 12 000 plus, et donc le rapport entre les entrées et les sorties. Qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce que cette immigration, certains partis décident ou veulent fermer les frontières, etc. Quelle est votre vision vis-à-vis de l'immigration? Est-ce qu'il faut continuer à accueillir? Et quelles sont vos mesures pour relancer? Donc, concernant l'immigration, quelles sont vos résolutions pour l'immigration et quelles sont les mesures pour la natalité brièvement? Est-ce qu'il faut incentiver la natalité? Est-ce qu'il faut la... Je ne vais pas dire aux femmes luxembourgeoises qu'elles doivent avoir plus d'enfants, je pense pas. Ça, c'est pas un débat. Okay. Quand on parle d'immigration, le Luxembourg, je l'ai dit au début, le Luxembourg est un pays ouvert. C'est ça ce qui fait pas juste ça fait notre richesse monétaire, mais aussi culturelle.
c'est notre modèle qui fait qu'on soit quand même un pays où il faut bon vivre. C'est un modèle pour beaucoup d'autres pays aussi. Je ne veux pas fermer les frontières. Je pense que c'est une minorité de gens au Luxembourg qui veulent fermer les frontières. Après, on a un modèle attractif. Si certains partis disent qu'on veut avoir moins d'immigration, ils disent en même temps qu'il faut rendre le Luxembourg moins attractif. Je veux bien la discuter, cette optique-là, mais il faut aussi savoir ce que cela entraîne. Et je suis d'avis qu'on a beaucoup à gagner de lancer cette discussion et de parler sur la croissance, de parler de ce qu'on veut pour la démographie est importante. La démographie, l'évolution démographique au Luxembourg, mais il faut être honnête avec les gens, leur dire qu'il faut juste faire un référendum où tout le monde dit on ne veut plus de croissance. Il faut aussi expliquer aux gens ce que cela veut dire derrière. Okay. Une question oui ou non, est-ce que le multiculturalisme a des limites selon vous? Je les vois pas. Vous ne voyez pas, ok. Concernant maintenant, dernier sujet avant la conclusion très rapide, la sécurité, on sait que le Luxembourg, un cabinet américain qui s'appelle Mercer a qualifié le Luxembourg de la ville Luxembourg la plus sûre au monde, donc il y a une certaine sécurité au Luxembourg. Le Luxembourg est un endroit assez paisible, mais on voit quand même, et c'est la responsabilité des politiciens, que dans certains aspects, la criminalité augmente au Luxembourg, mais comme en Europe. C'est le rôle du politicien de limiter ces violences. Comment on fait pour que le Luxembourg soit un lieu encore plus sûr? Alors, je viens de voir une vidéo super marrante d'il y a 30 ans où en fait des politiciens qui sont toujours là aujourd'hui et qui parlent, ils ont l'air super jeunes parce que ça date de l'époque, et en fait avec les mêmes discours qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de criminalité, c'est grave, plus de police, machin, c'est super marrant. Mais c'est vrai, les chiffres, ils montent. Et ce qu'on a fait nous en tant que Verts, parce qu'on est responsable du ministère de la Sécurité intérieure, on a vraiment fait une réforme de la police. On a construit une nouvelle école policière. On a augmenté le niveau de formation pour recruter jusqu'à 200 personnes par an. Au début, on voulait avoir 600 policiers nets de plus. Maintenant, ça va même en croissance. Augmentation des effectifs. Donc, vraiment, l'augmentation des effectifs, digitalisation, plus de matériel, vraiment investir dans du matériel et dans les ressources humaines. Donc ça, c'est un des volets que nous, on a fait. D'un autre côté, la police, c'est super important pour moi. La police, elle agit au moment où c'est déjà trop tard. Le volet préventif, il faut le voir aussi en même temps. Vous allez développer le volet préventif. Donc, c'est nous en fait qui avons fait, et ça c'est la première fois depuis 30 ans qu'on en parle, qu'on a fait un comité interministériel aussi avec l'éducation, la santé, la justice, les affaires étrangères, sécurité intérieure, etc. pour justement voir c'est là le volet préventif et le volet répressif en même temps. Ok. Maintenant, on va passer à la partie avec les questions cruciales. C'est la conclusion. Il faut convaincre les électeurs. Premièrement, une question plus ouverte. Comment voyez-vous le Luxembourg dans 15 ans? Dans 15 ans? Dans 15 ans. Je vois toujours un Luxembourg ouvert où les gens auront... comme déjà on est vraiment déjà dans cette dynamique où on prend les gens avec, ils mettent des photovoltaïques sur leur toit, on commence à faire le switch vers les renouvelables, vers la mobilité électrique, vers une société qui voit qu'il est important de réduire notre impact sur l'environnement. Je vois un Luxembourg qui a beaucoup de gens qui sont dans cette lancée et qui sont déterminés à faire une différence. Ok. Pourquoi voter pour De Greng et pas voter pour le DP, Parti démocratique? Clairement, on a de grands défis actuellement. Un des grands défis, c'est les défis énergétiques et climatiques. Et je pense que les Greng sont les seuls à penser énergie et environnement dans tous les autres ressorts.
Ok. Donc, d'autres partis le voient comme l'environnement, énergie, ça c'est des trucs d'Eigreng, et puis dans d'autres domaines on peut faire ce qu'on veut. Non, nous on le voit vraiment dans tous les ressorts, tout le monde doit prendre sa responsabilité, et nous, on est en fait les seuls à chaque fois intégrer le volet des énergies et de l'environnement dans toutes les discussions, alors que les autres ils ont tendance à les oublier. Pourquoi voter pour Deigreng et pas pour les pirates, par exemple? Parce que tout simplement, les Deigreng ne sont pas des populistes. Ok. Pourquoi voter pour Deigreng et pas ADR? Parce que ADR a des tendances fascistes au sein de leur parti. Ils viennent d'exclure des gens qui ont eu des propos anti-juifs. C'est à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, c'est à chaque fois au niveau de l'ADR. Donc ils sont vraiment un parti qui rassemble des idées qui ne correspondent pas à mes idées, à nos idées et à celles du Luxembourg. Ok. Pourquoi vous et pas CSV par exemple? Pourquoi voter pour Deigreng et pas pour le Parti social-chrétien? C'est la même réaction que pour les autres partis démocratiques qu'on a au Luxembourg aussi. Le CSV nous confronte à chaque fois en disant il faut faire du logement, donc l'environnement on s'en fout. Donc pour nous, c'est pas question de jouer l'un contre l'autre, il faut tout voir dans une totalité. Et pourquoi voter pour vous et pas pour le Parti socialiste à l'ESAP? Même réponse. Même réponse. Ok. Vous êtes au pouvoir, ou le Premier ministre vert est au pouvoir, les 3 premiers dossiers, les 3 premières choses qu'il fait. Il fait quoi directement? On avait la question tout au début. C'était les priorités, mais quels sont les 3 dossiers, les 3 premières mesures qu'on prend? Les mêmes. Ok, les mêmes. Mesure qui va changer la vie des Luxembourgeois. Quelle est la mesure qui, avec le programme des Verts, avec le programme de Deigreng, va changer considérablement la vie des Luxembourgeois? Parce que la politique, c'est aussi changer la vie. Il n'y a pas le luxembourgeois, mais le point qui changera la vie de beaucoup de luxembourgeois, et surtout ceux qui en ont le plus besoin, c'est l'accès abordable à des logements abordables. Ok. Mesure phare pour les jeunes. Quelle est la mesure dont les jeunes s'intéressent à la politique? Pourquoi ils devraient voter pour Deigreng? Quelle est la mesure qui est vraiment prometteuse pour eux, concernant votre parti? J'aurais tendance à dire aussi le logement, parce que le logement pour les jeunes c'est aussi le sujet numéro 1, mais je veux dire, beaucoup de jeunes viennent m'approcher et me disent mon futur, je ne le vois plus, mon futur, parce que si vous continuez la politique ainsi, moi et mes enfants, on n'aura plus de planète sur laquelle il fait bon vivre. Donc je miserai aussi là-dessus. On a abordé beaucoup de sujets. Quel est le sujet que nous n'avons pas abordé qui vous tient à cœur? Vous voudriez adresser quelques mots sur, par exemple, le handicap, certains sujets qu'on n'a pas abordés dans cet entretien. Vous pensez que vous pourriez dédier quelques secondes? On a énormément. Moi, mon dada, c'est les affaires étrangères, mais je pense que c'est pas forcément le sujet ici. Mais le sujet dont on n'a presque pas parlé, c'est la mobilité. Ok. Et je pense que là, c'est là aussi où il faut peut-être un peu plus creuser, parce qu'on a fait une réforme énorme du système RGTR des bus au Luxembourg. On a investi énormément dans les trains, le matériel, enfin les gares, les trains, etc. Et donc on a reçu des prix récemment pour notre système de mobilité et nos concepts en termes de mobilité. On est vraiment privilégié au Luxembourg, aussi bien dans les villes que dans le domaine rural. Et je pense que là, il faut vraiment penser cette multimodalité, voiture, train, bus, vélo, aller à pied. On a du pain sur la planche, sachant que beaucoup de trajets au Luxembourg, en dessous d'1 kilomètre, sont toujours faits en voiture. Donc je pense que là, on a de quoi faire. Bon. Dernière question plus importante. Vous avez 30 secondes pour vous adresser à un électeur et le convaincre. Vous lui dites quoi à la caméra? Je vais lui dire que c'est vraiment maintenant le moment crucial. Hein. On est dans une phase électorale où on prend les décisions pour les 5 prochaines années. Et il faut, ça c'est mon avis, il faut absolument avoir un parti vert au sein du gouvernement.
Parce que sans les Verts, et ça je peux le dire maintenant, ayant été dans une majorité depuis 5 ans, sans les Verts, beaucoup d'initiatives vertes n'auront pas trouvé leur impact dans la politique du gouvernement. Et que quand je parle de Verts, je parle d'inclusion, je parle du nouveau social, je parle de l'électromobilité, des renouvelables, de l'environnement, biodiversité, protection des forêts, etc. Tout ça, ça n'aurait pas eu lieu sans nous. On a encore de quoi faire et on voudrait bien avoir la possibilité de continuer cela. Bon, merci Madame Ampin pour cet entretien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain entretien avec un autre politicien. Et en tout cas, merci pour votre temps et voilà, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. Bon.